Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau À son Prime, tu choisis qui? Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut JJ, comment tu vas? Ah écoute, bien, on va faire un À son Prime, tu choisis qui? Moi ça me met toujours de bonne humeur. Mais alors là, celui-là, je vais être très très honnête, il m'inspire bien. Parce que déjà, c'est des gardiens. On n'a jamais fait sur la chaîne un duel de gardiens, donc c'est un nouveau débat. Et celui-là, entre Fabien Barthez et Hugo Lloris, je pense que là, il y a matière d'avoir un vrai match. Surtout, c'est, je pense, sur les quasiment 30 ans, sur les 30 dernières années, c'est quand même les deux visages de l'équipe de France. Hein. Ah bah oui. Et puis bon, alors on va pas rentrer dans un débat. Est-ce que c'est les deux meilleurs gardiens de l'équipe de France? Parce qu'on en a déjà parlé un tout petit peu. Il y a un certain Bernard Lama qui pourrait rentrer dans la discussion, mais là, on va se concentrer. On va se concentrer bien, calmement, sur Fabien Barthez et sur Hugo Lloris. Donc, bon, t'es bien chaud. Moi, tranquille. Hein. C'est vrai que s'il faut dévoiler, oui, on s'est un peu motivé sur le groupe WhatsApp. C'est ce qui a permis la tenue de ce débat. Et j'entendais d'ailleurs l'argument Bernard Lama, mais j'ai du mal à me dire que à 44 sélections, tu fasses partie du top 2, voire du top 1, quoi. Oh là là, il l'envoie déjà. Donc, on se focalise quand même sur les deux gardiens les plus capés de l'équipe de France qui, en plus, ont cet avantage d'avoir quasiment les mêmes trophées, mais on y reviendra plus tard. En équipe de France. Non, mais c'est très bien. Franchement, tu nous fais un super bon teasing. Là, j'ai plus qu'à préciser la formule et on va pouvoir débuter le débat, mon copain. On va pouvoir y aller direct. Donc, voilà, je reprécise pour ceux qui découvrent ce type de vidéo. Donc, deux parties dans le À son Prime, tu choisis qui. La première partie concerne les statistiques. Donc, on revient dans un premier temps sur les statistiques en club, en Ligue des Champions, en équipe nationale, en Coupe du Monde et en pro, tout simplement. Après, on va passer sur des statistiques un petit peu accessoires, on va dire, les cartons, la longévité, les plus grosses victoires, plus grosses défaites. J'ai vu les cartons rouges, ça m'a bien fait rire quand même. Quand même. C'est vrai qu'en plus, pour deux gardiens, ça va être assez rigolo. Ensuite, pour terminer la partie statistique, on va étudier les palmarès collectifs et individuels. Ça, c'est pour la première partie, 10 points à prendre. Et pour la deuxième partie, 10 autres points à prendre. Et là, par contre, c'est de la sensibilité foot. Donc là, on va oublier un peu les chiffres, les stats. On va se rappeler un petit peu des souvenirs qu'on a avec les joueurs, les émotions qu'on a pu avoir. Et on va déterminer ensemble 5 paramètres: le charisme, l'importance dans l'équipe, le fait majeur, la régularité et la durée du prime. Ça te va, mon copain? Ça me va, hein, complètement. Bon, écoute, maintenant, là, c'est bon, on a fait les présentations, on s'est chauffé un petit peu, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je débute avec le stat. Je commence avec les stats en club pour Fabien Barthez. Donc, moi, ça donne 606 matchs, 564 buts encaissés et 237 clean sheets. De ton côté, pour l'ami Hugo Lloris, ça nous donne quoi en club? Alors, ça nous donne 808 matchs, 886 buts encaissés et 278 clean sheets. Ok. Alors, là, ce qui me marque tout de suite, c'est que déjà, il y en a un qui fait 202 matchs de plus. Bon, ça interpelle quand même. On n'est pas encore sur la partie régularité, mais c'est vrai que là, ça interpelle. 808 matchs, c'est énorme de la part de Lloris. Moi, je pensais pas qu'il avait joué autant. Il démarre tôt. Et pour avoir vu, pour la préparation du débat, j'avais un peu vu Barthez et c'est vrai que il n'était pas forcément prévu, on va dire, de se retrouver aussitôt dans les cages, parce que Lloris, il doit commencer vers 17-18 ans. Il prend très peu du côté de Nice. Hein. Ouais, je pense qu'il prend directement la succession de Letizia, il me semble.
Il y a une légère, ou de Gregorini. C'est soit Gregorini, soit Letizy qui revient par la suite. Donc autant te dire que oui, il y avait besoin. Il y avait besoin de quelqu'un. C'est ça. Ça n'a jamais été deux gardiens qui m'ont fait rêver. Et surtout, Barthez, il arrête après la Coupe du Monde 2006. Donc je crois qu'il a aussi il a 35 ans. Ouais, il fait juste une saison après, il fait la saison 2006-2007 du côté de Nantes, et après il arrête. Et d'ailleurs la saison de Nantes, bon, ça c'est pas trop pour il y a le quadruplé contre Steve Savidan. Et en plus, Lloris là, il est en train de jouer en MLS et je pense qu'il va jouer tranquillement jusqu'à 40 ans. Même s'il a perdu son copain Olivier. Oui, c'est vrai que là, il a perdu son copain Olivier, donc ça peut peut-être l'ambiancer à arrêter peut-être un peu plus tôt. Alors que s'il y avait eu le copain qui était là, il serait peut-être resté. Maintenant, juste je la précise, d'habitude, on prend des joueurs qui ont arrêté à chaque fois. Bon, là, il se trouve que Hugo Lloris, on a bien quand même compris que pour la fameuse question à son prime, tu choisis qui, le prime, il est déjà passé, et que c'est une histoire de soit semaine, soit mois, au maximum année, mais pas plus de une ou deux. Donc voilà, la carrière de Lloris factuellement n'est pas terminée, mais et après on parlait beaucoup des Bleus. C'est surtout sur ça où on se posait la question sur les Bleus. Donc là maintenant, il est bien en retraite des Bleus, Lloris. Oui, voilà, il s'est mis en retraite des Bleus, donc à partir de ce moment-là, on l'a considéré un peu logiquement aussi en retraite, le départ en MLS et tout ça. Donc là, juste, il faut qu'on arrive à trancher sur le bilan club. Je vais pas te mentir, je défends Barthez, mais le bilan en club, comme ça, j'ai plutôt tendance à donner le point à Lloris, parce que sans compte, là on compte pas vraiment le palmarès ou on va dire les parcours dans certaines compétitions. Là on prend juste le bilan en club, vraiment en club. 606 matchs, 808. Celui qui en fait 200 de plus, pour moi, déjà de base, a un avantage. Et après, sur les ratios... Barthez a un meilleur ratio. Alors, comment l'expliquer peut-être la défense de Nice, peut-être la défense de Tottenham, alors que par exemple, je pense à la défense de Marseille, quand tu avais Basile Boli et l'autre chirurgien, là, mon ami Carlos Moser. Ouais. Et puis même il y avait Dimeco. T'as De Sailly, t'as quand même une belle brochette de défenseurs. Bon, après, à nuancer. Et je pense qu'à Monaco, ça devait être pas mal non plus. C'est pas mal aussi. T'as du Martin Djetou, t'as des gars qui étaient, on va dire des références. Par contre, c'est là où je nuance. Barthez, quand il revient à l'OM, il a pas non plus que des magnifiques joueurs. Il se retrouve avec des Abdou Meïté, des Philippe Christenval et des Frédéric Dehuc par la suite. Donc, il a pas eu que du top. Mais je suis d'accord. Non. Mais après, Lloris, il était à Tottenham. Peut-être, c'est peut-être pour ça. Donc, il y a eu le grand Younes Kaboul. Et ça, non, et en plus, je crois qu'il était, mais ils font qu'une saison ou pas beaucoup, parce qu'il se blesse beaucoup trop, malheureusement, Younes. Et en plus, il fait une espèce, tu vois, je pense à ça sur les matchs, il fait une saison blanche, Lloris, ou quasi blanche, parce que c'est Friedel qui est encore dans les cages. C'est ça. Donc c'est vrai, t'as raison. On va y revenir après, par la suite. Mais t'as raison. Dedans, faut aussi compter cette fameuse saison où il arrive avec Villas-Boas, où il joue pas. Après, ça dure une demi-saison. Ça doit durer une demi-saison. Et après, il le voit bien, Villas-Boas. Il le teste une fois et il voit bien la différence entre Brad Friedel, qui était un honnête, mais vieux gardien, mais honnête gardien de première ligue, et Lloris. La preuve, si on fait cette rubrique-là, et qu'il est mis face à Barthez, c'est qu'il a fait une grosse carrière. Donc, il y avait un gros potentiel. Donc, bon, on tranche là, bilan en club pour toi. Allez, on va partir. Surtout qu'on pourrait dire que Lloris s'est imposé en première ligue, que Barthez n'a pas réussi à faire. Même si Barthez tente quand même Manchester United et c'était le grand Manchester United, et évidemment Tottenham n'a jamais eu ça, même si je trouve que Tottenham fait souvent partie, sauf l'année dernière, mais ça remporte l'Europa League, comme quoi c'est rigolo le football, mais fait souvent partie pas loin du Big Six, on va dire.
Oui, pas loin, pas loin. Et ces dernières années, il a participé aussi, il faut être honnête, à la remontée de Tottenham au plus haut niveau, la finale de Ligue des Champions. Il y a plusieurs choses qui font que, ok, pas de problème. Bilan en club, vas-y, je te le laisse. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième catégorie, qui est le bilan en Champions League. Bilan en Champions League, moi, de mon côté, ça donne 57 matchs, 54 buts encaissés, 24 clean sheets. Juste avant que tu dises, 24 clean sheets en 57 matchs de Ligue des Champions, c'est quand même costaud. C'est pas. Ah non, mais voilà, on peut le dire, on les connaît, nous, les stats. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on verra et ça me dérange pas de spoiler, peut-être plus toi, mais c'est trop tard. Mais Barthez a un meilleur ratio de clean sheet par rapport à Lloris. Alors, justement, rentrons dans le vif du sujet. Le bilan en Ligue des Champions pour Lloris, ça donne quoi? 70 matchs, 96 buts encaissés et 20 clean sheets. Et 20 clean sheets. Oui, d'accord. Donc, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas. Là, Barthez en a 24, lui déjà il en a 20, et évidemment le fait que Barthez remporte la Ligue des Champions, le bilan de Champions League est évidemment au-dessus. On peut pas. Okay. On peut pas. Okay. Ah non, okay. Je vais pas. Ah non, mais non. Alors là, tu sais quoi? C'est une des premières fois où là, clairement, c'est même pas ça. C'est vraiment là c'est même pas qu'on disque. Tu veux même pas discuter. Maintenant, moi, je pourrais essayer, à la limite, ça serait rigolo de défendre le bilan de Lloris, parce qu'en soi, on a commencé à en parler. Une finale de Ligue des Champions avec Tottenham, c'est pas rien. C'est pas rien non plus. Surtout que ça élimine Manchester City, quoi. Ah ouais, Manchester City. Et d'ailleurs, avec Lloris qui arrête un penalty de Agüero au match aller. C'est au match aller, oui, parce que le match retour, j'avais pas. Oui, je crois. Oui, t'as raison. Au match aller, il arrête un péno. Ouais, parce qu'en plus, Guardiola, je sais pas ce qu'il fait sur le match aller. Il tente encore une compo improbable. Je crois qu'il laisse De Bruyne sur le banc. Enfin, il fait encore ces dingueries qu'il a longtemps faites. Et Tottenham en profite. Et mine de, même si derrière, après, c'est l'Ajax en face. Et qu'ok, il y a un scénario incroyable, mais il faut les sortir, l'Ajax. Cette génération-là, elle était quand même folle. Après, oui. Face à ce Liverpool-là, qui avait perdu déjà 2 ans avant en finale de Ligue des Champions contre le Real. Il savait quoi faire. Liverpool savait quoi faire pour gagner. Voilà. Mais c'est pas. Mais encore une fois, je défends Barthez, mais on peut pas mettre sous silence que arriver en finale avec Tottenham, c'est quand même une sacrée performance. Et après, par la suite, il a été plutôt régulier. Même avec Lyon, le peu de fois où il fait la Ligue des Champions, il est quand même bon. Je me pose même la question, ça doit être lui. C'est Hugo Lloris qui est là pour le match contre le Real. Ouais, c'est Hugo Lloris quand il sort le Real avec le but de Pjanic. C'est plus Coupé, hein. Non, c'est plus Coupé. Pour moi, Coupé, il a pas joué avec Pjanic. Oui, et c'est pas Rémi Vercoute qui était là pour ce match-là. Non. Et c'est vrai, tu vois, moi j'ai des images aussi d'arrêt de Lloris dans la tête plusieurs fois sur sa ligne. Je sais qu'il y en a une, mais j'arrive plus à me rappeler quel match. Tu sais, le ballon, il arrête avec sa main. Le ballon roule sur la ligne, il arrive à se rejeter une deuxième fois pour. Deuxième fois. Oui. Et c'est pas contre Barcelone, parce qu'il y a le ventre de ski pas loin. J'ai un doute. Peut-être. Honnêtement, je vois l'image, mais par contre, je serais pas capable de te dire le joueur en question, donc difficile de te redire le match. Mais je vois très bien l'image et oui, ça c'est aussi pareil une image forte de Lloris en Ligue des Champions. Maintenant, oui, évidemment, là, on parle de Lloris et c'est très honorable son parcours en Ligue des Champions. L'autre, à partir du moment où il y a 1993 et il y a cette victoire en Ligue des Champions avec l'OM. J'ai envie de te dire qu'il clôt le débat à ce moment-là, en fait. C'est ça. Ouais, non, mais c'est pour ça, moi, là, pour le coup, l'autre, il l'a gagné. Tu veux faire le bilan, même s'il aurait 70 matchs, 70 clean sheets, il l'a gagné. Hein. Je peux. C'est ça. Donc, encore une fois, bon, allons sur l'essentiel. C'est pas le débat, c'est pas la catégorie qui amène le plus de débats. Voilà. Bilan en club pour l'instant, c'est pour Lloris. Le bilan en Champions League, pour l'instant, pour Barthez. Donc, on est plutôt bons copains. Pour l'instant, on est bien. Voilà. Je te propose la suite, la troisième. Et là, je pense que on va commencer à rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet parce que là,
Vraiment, pour moi, il y a matière à comparaison. Donc, la troisième catégorie, c'est le bilan en sélection. Bilan en sélection, de mon côté, ça donne 87 matchs, 48 buts encaissés et 51 clean sheets. Pareil, encore une fois, c'est des chiffres qui sont quand même bien forts. Et pour Loris aussi. Et d'ailleurs, même, tu vois, quand on le préparait, je disais Barthez rapidement, en fait, quand il intègre, il dépasse la quarantaine de sélections, donc il rentre déjà dans le top 6 des gardiens, et il avait déjà un ratio que, en fait, aucun gardien de l'équipe de France n'avait eu. Ah oui, et après ça, on va rentrer dedans, mais c'est vrai que lui aussi, enfin, on en avait un peu parlé avec l'OM, mais la défense qu'il peut avoir avec lui en 98 et à son entrée en équipe de France, ouais, c'est quand même une garantie de pouvoir faire. Bah, c'est ça. Je vais balancer les stats de Loris, et comme ça, on va pouvoir en parler. Voilà, donne-nous ça donne quoi? Voilà. Donc Lloris, 145 matchs recordman de sélection, 120 buts encaissés et 63 clean sheets. Ouais. Mais souvent on est sur ça, hein. Sur Lloris, c'est quasiment un ratio d'un match sur deux avec des buts, ce qui, ma foi, mais comme on compare jamais avec les gardiens, enfin, on compare jamais ça sur les autres gardiens, j'arrive jamais à me dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Dans ma tête, je me dis que c'est pas trop mal. Parce que quand tu regardes déjà, enfin moi qui suis Auxerre, je me dis si Donovan Léon il a fait 8 ou 9 clean sheets l'année dernière, c'est déjà le bout du monde. Non mais c'est pas là pour une fois c'est pas une vanne contre lui. Non, t'as raison. T'as raison. Quand on prend, on va dire, soyez pas vexés, mais des joueurs plus humains, on va dire plus normaux, oui forcément que tu commences à prendre ce type de comparaison là, oui t'as tendance à te dire que c'est bon. Et moi aussi, c'est ma sensibilité. Quand on voit des chiffres comme ça à ce niveau-là, c'est-à-dire que 145 sélections, déjà c'est costaud. Enfin, 145 sélections, déjà, ça te place un gars. Et ouais, moi, après même plus de 80, ça commence à être intéressant. Hein. On va pas. Je vais te dire, moi pour moi, en fait, ça se vaut sur un paramètre, c'est le truc de clean sheet. Je suis pas bon en maths, mais 87 matchs, 51 clean sheets. En tout, putain, pour moi, ça me marque. Donc, en fait, si on résume, il a une longévité moins énorme que celle de Loris en bleu. Donc ça, c'est pas rien dans la comparaison. C'est un gros plus. Et il a le capitanat. Loris a le capitanat quand même. Hein. Et Loris 121 fois. Hein. 121 fois sur 145. Hein. Alors, c'est ce que j'allais te dire, parce que, attention, mon poulain, c'était pas non plus le perdreau de l'année à qui on confiait pas le brassard de temps en temps. Mais il en a eu 2 fois. Eh oui. Et c'était souvent, la plupart du temps, je vais te dire, la plupart du temps, il y avait un changement, un remplacement. Le premier qui récupérait le brassard, c'était Fabien. Mais par contre, oui, c'était pas lui, on va dire, le capitaine désigné. Là où, faut être très honnête, un Loris a une légitimité comme gardien titulaire, mais surtout comme capitaine de l'équipe de France. Et tu m'as dit combien de capitanat Alors j'ai noté 121 fois de mémoire et je voudrais pas te dire de bêtises. Alors tac, j'ai mis dans les plus d'Hugo Lloris. Et pourquoi c'est ça, 121 fois capitaine. 121, tu vois, 121 brassards de capitaine et t'en as 145. Ça veut dire aussi en plus, si on regarde on s'arrête un tout petit peu, ça veut dire que au bout de 21 sélections, il est capitaine. C'est ça. Après, du moment où il le chope, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va. C'est ça. Et tu vois, là, on peut aussi expliquer la différence de clean sheet. Barthez arrive à partir de. Enfin, il est installé après 96. Et 96, l'équipe de France recommence à être mieux. Parce que tu vois, je pense que si on va prendre le ratio de Lama, il a dû s'en bouffer, le pauvre. C'est vrai qu'il a essuyé tous les pots cassés. Et pareil, la montée en puissance de tous les gars qu'on vient de dire, en 96, elle n'est pas encore effective. Hein. Donc, tu en as certains qui peuvent être bons. Un De Sailly est déjà bon. Mais par exemple, la défense, Thuram n'a pas ce niveau-là. Lizarazu n'est pas encore ce contre-attaquant qu'on connaît. Et Laurent Blanc, il est encore en train de naviguer un peu à droite. Pour moi, elle est meilleure.
en 96 que quand Lloris commence vraiment à être installé post 2010 d'ailleurs. Non, il doit arriver 2011-2012 parce que il y avait Mandanda. On se posait la question l'autre jour avec Paul. C'est Loris ou c'est Mandanda qui est gardien en 2010? Alors pour moi, sur le but de Zlatan, c'est Lloris qui se fait faucher. 2010. Donc Coupe du Monde 2010, là, je sais que tu as voulu l'oublier, cette Coupe du Monde 2010. Ah ouais, putain. Et je comprends. C'est ça, ouais. Mais 2000... Bon, bah alors encore plus, tu vois. le mec, il arrive en 2010 et donc il va quand même souffrir on va dire jusqu'en 2014 parce que la souffrance, elle dure jusqu'au match aller contre l'Ukraine, quand même. Ouais, c'est vrai. Et voire même jusqu'à la 20e minute et le premier but de Mamadou Sakho. Donc ça dure vraiment un temps. Donc là, ça dure longtemps. Ouais, ça dure un temps. Après, ça explique pas tout, mais ça peut expliquer pourquoi il y a si peu de clean sheet parce que putain, l'équipe de France entre 2009 et 2013, on va dire, même si on commence à avoir Dédé. C'est compliqué. Donc là, moi je vois un truc, c'est qu'on est en train de défendre, toi comme moi, le bilan en sélection. Et là, je vais te dire, je pense que ni toi ni moi, on va lâcher le point. Si tu as envie de le lâcher, pas de problème. Moi, je le prends et ça me fera bien plaisir. Mais globalement, je sens que tu vas pas le faire. Et pour te rassurer, j'ai pas envie de le lâcher non plus parce que pour moi, même si j'entends les 140... si tu le lâches maintenant, je peux le lâcher là sur les clean sheets, mais alors tu le lâches pour le bilan en Coupe du Monde. Ah ouais, mais non. Après, attention, il y a eu des débats, il y a eu certains débats. On en a fait un l'autre jour avec Nico entre Essien et Derossi sur les 5 rubriques statistiques. 4 fois, il y a eu égalité. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas d'en donner un à chaque fois obligatoirement. Si vraiment on n'arrive pas à trouver consensus, ni toi ni moi, écoute, c'est égalité. Après, il faut pas faire preuve de mauvaise foi, c'est ça le truc aussi. Non, le problème, alors, c'est que je suis quand même un peu un homme de statistiques et de mathématiques, et j'avoue que les clean sheets, ça joue sur les deux, même si, évidemment, Lloris, on va dire, même si parfois il pouvait se prendre 1 ou 2 buts, il sortait des parades pour éviter peut-être les 3e ou 4e buts, quoi. C'est ça. Donc après, je vais te dire, l'argument des 145 matchs, ça s'entend, et la régularité, et en plus, on l'a dit, comment il arrive à ce poste à cette place de capitaine, c'est respect, il n'y a rien à dire. Et de l'autre, tu l'as dit aussi, les clean sheets et ce ratio-là fait que tu es obligé aussi pareil de le noter et confronter l'un à l'autre. Voilà, globalement, pour le coup, on a la même sensibilité, toi et moi. C'est difficile d'en départager un, donc ça sert à rien. Même si Barthez est quasiment sur le prime de l'équipe de France. Et tu vois, même s'il y a 2002 et 2004 qui sont compliqués, 2002, c'est 2002, il fait quand même une clean sheet contre l'Uruguay. Bon, après, c'est un match. Tu me diras, l'Uruguay a quelques situations. Mais je crois que Trezeguet tape le poteau et par 2 fois est signalé hors jeu et c'est vraiment limite. De mémoire, je crois même qu'il y a un but refusé, je crois. Il y a un but pour hors-jeu. Je crois qu'il y a un but pour hors-jeu et puis c'est le carton rouge de Thierry Henry qui avec Dario Silva, son meilleur ami. Après Dario Silva, voilà. Pour ceux qui n'ont pas la ref, malheureusement, il court moins vite. Il doit courir, mais plus difficilement en effet. Ouais, mais vraiment. Bon, on va pas en rajouter. Voilà. Ça se fait pas, mais bon. Écoute, donc là, on a commencé un peu à spoiler la 4e. Donc, je rappelle, égalité pour cette catégorie. On passe à la suivante, mais qu'on a un petit peu spoilé, qui est le bilan en Coupe du Monde. Donc, de mon côté, ça donne 17 matchs de Coupe du Monde, 8 buts encaissés, 10 clean sheets. Et avant que tu me donnes les tiennes, je m'étais dit, en regardant, en consultant les stats au début, je m'étais dit, bon, bilan en Coupe du Monde, ça, là, au moins, je vais être tranquille. Il va pas pouvoir au moins me saouler. Mais, je crois que tu as quelque chose à dire. Parce que là, au niveau des stats de Lloris, en Coupe du Monde, vas-y, dis-nous tout. Alors, c'est 20 matchs, 20 buts encaissés,
et 8 clean sheets. Donc ça joue à 1-2 matchs, mais ça joue aussi à 1 ou 2 matchs pour pour Barthez en moins, donc ça va à 17-20. Alors c'est vrai que ça fait que Lloris est le 5e joueur le plus capé des Coupes du Monde. Donc ça, mine de rien, et c'est le premier gardien. C'est le premier gardien. C'est ça que j'avais remarqué. J'arrive plus. Ça m'énerve de plus le retrouver, mais ouais, j'avais vu ça. Écoute, déjà, là, je laisse les stats parce que pour moi, elles sont impressionnantes. 20 matchs en Coupe du Monde. Après, il faut pas oublier quand même qu'il y a sur ces 20 buts encaissés, t'en retires au moins 6 face à l'Argentine. Parce que... oui, mais bon. Après, ouais, mais attends, si on va parler. Il y a 2000. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a 2018 et 2022 où ça fait des scores improbables. Dis-toi que donc 6 buts sur les 20 encaissés, 30% des buts de Lloris, c'est face à l'Argentine. C'est quand même dingue. Non, c'est vrai que présenté comme ça, et en plus sur 2 matchs. Parce qu'à la limite, tu peux te dire peut-être il les a joués 3-4, et c'est sur 2 matchs. Et dernier point, avec Didier Deschamps. Donc autant te dire que là, ça fait quand même beaucoup de trucs pour que les planètes soient alignées, pour que ça se passe mal. Moi, franchement, je vais te dire, le bilan en Coupe du Monde, on est obligé, même si c'est un tout petit peu plus tard dans notre débat, on est obligé de forcément penser à qu'est-ce qu'ils ont fait au final en Coupe du Monde, hormis les stats bruts. Les stats bruts, ils ont fait exactement la même chose. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le bilan en Coupe du Monde, ils ont fait tous les deux finales déjà. Ça pose les bases déjà pour les 2 garçons. 2 finales. Et en plus, ils en perdent. Celles qui perdent, ils la perdent de la même manière. Donc en plus, et en plus, si on va pinailler, il y en a aucun des deux qui fait un arrêt sur penalty. Ah oui, ils les perdent de la même manière. Donc vraiment, après c'est une question de sensibilité. Il y en a, ça sera toujours le truc. Il y en a qui sont plus sensibles à 98 qu'à 2018. C'est une histoire de génération et plein de choses. Mais là, comparer le bilan en Coupe du Monde de Fabien Barthez et d'Hugo Lloris avec l'équipe de France, là, encore une fois, je ne veux pas retourner à chaque fois sur l'égalité, mais là, l'égalité, pour moi, elle semble évidente pour moi. Ouais, pour moi, c'est égalité parfaite, même si tu joues sur les clean sheets, mais Lloris a plus de matchs. Donc, mine de rien, tu peux pas. Après, c'est grâce aussi à l'équipe de France, même si je pense que l'équipe de France en 2002, après, il y a fait trop de blessures. En fait, c'est ça. S'il y avait eu si on avait eu Pires et Zidane à 100%, je pense même si le Brésil était fort. Hein. Mais ça pouvait faire dernier carré. Sauf si on rencontrait la Corée du Sud et Byron Moreno. J'en ai occupé. L'Italie s'en est occupé pour toi. On a fait les frais. Francesco Totti et plein d'autres peuvent s'en souvenir. Mais oui, tu as raison. Peut-être qu'à ce moment-là, le bilan d'un Barthez aurait pu être un peu supérieur. Maintenant, de l'autre, factuellement, là, pareil, c'est de la sensibilité. Moi, dans mes souvenirs, je vais pas dire que je me suis regardé les 3 matchs de Fabien Barthez 2002 pour préparer ce débat, mais dans mes souvenirs, il fait partie des rares fiables de cette campagne de 2002. Il fait pas de bourde, il y a pas de truc, et après c'est l'équipe collectivement qui tient pas. Et alors, si l'équipe et tu vois, moi j'ai des souvenirs en fait des deux, c'est-à-dire que la 2006. Alors, toi, là, plus, c'est vrai que j'ai moins de souvenirs, mais en 98, j'ai l'impression que c'est contre l'Arabie Saoudite, il est vraiment fort, parce qu'en plus, une de ses relances, ça fait but de Thierry Henry. Je pense que face à l'Italie, il a dû être merveilleux, vu qu'il y a quand même eu 0-0, et il arrête un penalty. Donc, mine de rien, c'est... De mémoire, ce match-là... C'est pas un beau match. Oui, ouais. Je crois que c'est un match chiant aussi. On s'ennuie vraiment. Et les deux équipes ont peur. Cesare Maldini d'un côté... et mes jaquets de l'autre. Franchement, on n'était pas sur un Zeman Vicis Bielsa. Hein. On était clairement sur 2 gars bloc bien bas comme il faut. Et oui, tout le monde, on va dire dans l'inconscient collectif, on se rappelle de la frappe de Baggio qui passe juste à côté en prolongation.
mais de ce match-là, il n'y a pas grand-chose à retirer. Donc vraiment. Mais en 2006, moi j'ai quand même le souvenir de Barthez face au Portugal. C'est là où il est très très fort. Brésil, je me souviens du match, mais j'ai pas l'impression que le Brésil avait été hyper dangereux malgré la présence de Kaká, Adriano, Ronaldo et Ronaldinho d'ailleurs. Mais face à ça, Lloris, le match contre l'Uruguay, Lloris et face à la Belgique. Ouais. Mais alors, on va dire juste là comme ça pour trancher. De toi, c'est quoi le match référence? Plutôt Belgique ou plutôt Uruguay? Parce que Uruguay, pour moi, il est à un niveau au-dessus. Il est vraiment à un niveau, il est infranchissable ce joueur-là. Arrête, c'est mort. C'est ça, c'est que alors si on regarde ses arrêts, il y a peut-être une frappe ou deux de Hazard ou Lukaku qui est un petit peu compliquée. Et encore, quand tu regardes la finale de 2022, il est pas dégueulasse non plus, Lloris. Hein. Non, il est pas dégueulasse. Non. Mais comme il y a les buts encaissés, bon, c'est ça. C'est vrai que tu vois, moi, je me suis plus focalisé sur les 0-0. Et non, c'est vrai que la double parade qu'il fait à la mi-temps, Lloris, c'est un but. C'est un but. C'est l'équivalent d'un but. Ah, c'est ça. Et en fait, c'est là où l'un et l'autre ont des moments clés comme ça. Moi, je peux te sortir. Alors, c'est pas en Coupe du Monde, c'est l'Euro, mais le penalty face à Beckham en 2004, où c'est un match complètement fou. On sait avec le doublé de Zidane qui donne la victoire finale. Ça rajoute un côté dramaturgie. Et c'est vrai que l'un comme l'autre, bien que ça soit des gardiens, ils ont des moments clutch en équipe de France. Et Lloris est pas loin de faire ça face à la Suisse, hein, quand on y pense. Hein. Bah ouais, parce que s'il n'y a pas, je vais pas aller dans le sens de Didier Deschamps, mais s'il n'y a pas cet éteignage de lumière, cette éteinte de lumière à partir du moment où il y a le 3-1, bon bah oui, peut-être pareil. Lloris, il a peut-être là son match majeur en équipe de France, peut-être. Parce que le penalty qu'il arrête à ce moment-là du match, et vu comment ça découle, ouais, ça peut être très très fort. Donc ouais, bon. Mais voilà, ouais, plus l'Uruguay, parce que la Belgique, j'ai quand même le souvenir de pas mal de frappes sur lui. C'est-à-dire que elles sont dangereuses, elles sont puissantes, mais c'est le minimum que je demande pour un gardien de cette trempe. Tu l'as dit, la parade juste avant la mi-temps, c'est un but. Vraiment, avec plein d'autres gardiens. Ça rentre. Et le fait. Un autre gardien te fait le premier arrêt, il te fait pas le deuxième arrêt. Parce qu'il va te la chercher dans les pieds de. C'est Godin. Et Godin, alors c'est pas un avant-centre, hein, mais pour le coup, ça, c'est des buts qu'il a mis de la tête, ouais. Fois. C'est des scènes répétées à l'entraînement, les ballons qui reviennent à 2 mètres des buts et qu'il faut mettre dedans. Et franchement, il fait le geste juste. Et c'est juste que là, Lloris, je te dis, pour moi, là, il te dit non, ça passera pas. Et derrière, bon, après, évidemment, il y a le but de Griezmann et tout ça. Mais s'il n'est pas là, pour moi, ce match, il peut tourner. C'est ça, parce qu'après, en fait, jusqu'au but de Griezmann, la France est plutôt tranquille. Hein. Oui, bah oui. Voire même elle a des occasions. C'est ça. Et après, bon, t'as le but de Griezmann. Et là, pour le coup, là, ça se termine. Et là, après, oui, la lumière, elle est éteinte pour l'Uruguay. Ah bah oui, et puis là tu te mets à leur place, hein, tu peux comprendre, hein, franchement c'est un peu compliqué. Bon, après avoir disserté, là pour le coup, on a vraiment parlé des bilans en Coupe du Monde des deux. Bon, on est d'accord, égalité pour les deux. Égalité là. Égalité. Bon, je te propose donc la dernière page de stats importante. Donc là, ça va être le bilan chez les pros. Et on est obligé de le faire parce que ça joue un peu aussi sur sa carrière. Le fait qu'il ait la piche à l'air contre Casablanca. Ah bah oui. Ouais. Bon, tu nous spoil déjà une petite. Et son échec à Manchester United. Alors, l'échec à Manchester, tu as raison de le préciser, c'est, on va dire. Putain, et au Guignol, il se faisait terminer. Et quand je plonge à gauche, il tire à droite.
Ah, c'est vrai qu'à ce moment-là, les Guignols, en plus, c'est période all-time des Guignols, ils sont vraiment très, très bons. Et oui, on peut pas passer sous silence. Dans le bilan en club, moi, je peux le défendre une partie, mais c'est vrai que autant la Ligue des Champions, bah oui, ça fait partie de ses, on va dire, de ses forces. Mais derrière, la carrière en club est pas autant, est pas du même niveau. Et vu qu'on fait la comparaison avec Loris, oui, Loris, quand on est en train de voir la régularité, les 960 matchs en pro, les 606 matchs, les 800 matchs en club, bon bah ouais. Et en plus, on n'a pas regardé, mais à Tottenham, il devait être pas loin d'être capitaine. Ah bah oui. Je pense que le brassard, il le chope pas qu'une saison. Donc oui, là pour le bilan en club, je suis obligé d'aller dans ton sens. Là pour le coup, c'est pour. Tu vois, c'est un peu le débat qu'on avait. Est-ce que tu préfères quasiment faire 1000 matchs, sachant que c'est pas 1000 matchs national, Carquefou, voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est pas 1000 matchs à Carquefou, c'est 1000 matchs en Ligue 1 et en Première Ligue, où en effet, tu as ce qui est un score honorable, attention, hein, 653 matchs. Il n'y a pas de problème là-dessus. 693 matchs, voilà, c'est 700 matchs pro, c'est génialissime aussi. Mais en attendant, c'est vrai que tu as un gros pic qui est 93, et c'est vrai qu'à partir de 99-2000, c'est un peu plus chancelant, sachant que, mais en bleu, il a toujours été bon. Et c'est ça qu'en fait j'ai toujours aimé chez Barthez, c'est que et ça équivaut pour les deux, c'est-à-dire que ce sont des gardiens où je me suis senti serein, alors que à un moment on testait Ramé, voilà, on testait Letizy, on avait Charbonnier, on avait Porato, on avait Landreau. Voilà, tu vois, il prend une frappe de James McFadden à 30 mètres, ça je m'en rappelle toujours. Greg Coupé aurait arrêté. Ça c'est sûr, parce que Greg, il avait des défauts, mais les mains en savonnette, très rarement quand même. Mais la face quand même de Greg Coupé à ce moment-là, qui dit ouais non mais celle-là moi je l'aurais arrêté. Franchement, c'est quand même pas très très cool pour le mettre en place quand même. Mais bon, après on peut comprendre Greg Coupé. J'avoue, mon poulain lui a bouffé toute sa carrière en bleu, donc je peux comprendre qu'il avait un petit peu le seum. En plus, peut-être de se faire bouffer la place par un Landreau. Ok, je peux comprendre. Déjà qu'en 2006, je crois que de mémoire, les inside, c'est Coupé à 2 doigts de claquer la porte de Tignes. Hein. Ah non. C'est pas, alors il est à 2 doigts, il la claque, puis il la ferme bien, et puis il est récupéré, mais vraiment, mais in extremis, parce que monsieur veut partir. Et après, ça peut se comprendre. Parce que 2006, je pense que c'est son prime à lui. Peut-être un tout petit peu avant, mais en tout cas, il est au max. À Lyon, il est au max. Et Barthez, on vient de le dire, il est à l'OM, et c'est pas le meilleur OM de l'histoire, loin de là. Et on va dire, il se fait prendre la place au statut, en fait. C'est pas pour les performances. Et surtout que ça doit être. Il y a ces espèces d'histoires de Makelele, Zidane et Thuram, et enfin tout le bloc 98-2000 qui dit à Domenech, voilà. Alors que Domenech, qui était plutôt pro-Lyon, était chaud pour mettre Coupé, et les gars lui ont fait non, je crois pas. Ça a été la première étape de Raymond. T'es gentil, va diriger l'entraînement. Par contre, le reste, on va s'en occuper nous. Ça sera mieux. Mais toi, va donner les chasubles, va poser les plots, mais par contre, nous, on s'occupera de la tactique. Ça sert à rien. Raymond, tu connais rien. D'ailleurs, c'est ça. L'histoire l'a montré. Ouais. Bon, ok, donc bilan chez les pros, dernière grosse catégorie, c'est pour toi. Donc là, ça fait, après la première partie stat, 2-1 pour Hugo Loris. Bon, j'ai intérêt de rattraper un petit peu mon retard. Peut-être que les stats secondaires vont peut-être m'aider. Après, on a ce côté, on sait très bien qu'on a 2 grands gardiens. Encore une fois, j'aime bien. Vraiment, ça s'invective, mais il y a quand même. Non, mais c'est pour ça. C'est en fait les deux. Personnellement, les deux en fait m'ont fait vivre donc ma première Coupe du Monde remportée. Et mais j'avais 8 piges.
Oui. Donc voilà. 2018, donc j'étais nettement plus âgé, donc j'en avais Bon, 28. ça peut changer, Celle-ci, ça peut changer des choses. Ça peut changer des choses sur je l'appréciation, l'ai. on va dire des compétitions et des matchs de foot et de ce que ça veut dire de gagner une. Voilà. 98, je vois 2 matchs, la Croatie et la finale. Sachant que je me souviens que quand je vois France-Croatie, moi je suis content, on a gagné, on me dit il y a match contre le Brésil, je sais même pas que c'est une finale. J'ai 8 ans d'ailleurs, parce que je viens dans une famille qui est pas de foot, et là en plus j'étais chez ma tante et mon oncle, enfin chez mon oncle, avec ma tante et mon cousin et ma cousine. On était en Vendée, que j'embrasse, cette région que j'aime bien. Parfois un peu moins certaines personnes qui viennent de Vendée, mais ça c'est un autre débat. C'est vrai que moi j'avais pas complètement capté qu'on était en Coupe du Monde. 2018, je la vis. Je pense que je me suis fait des sessions de matchs, enfin des sessions parfois où je me suis fait les 3 matchs dans la journée, voire 4 s'il y en avait, je sais plus. Ah ouais, Mais ah ouais, ah non, ah ouais. mais je pense que j'ai dû regarder au moins 2 tiers des matchs. Donc forcément, ça a un lien là-dedans. Ça a un lien Voilà, et aussi sur. donc Lloris me permet Eh oui, de remporter cette Coupe du Monde en la vivant complètement. pleinement, pleinement. Bah Voilà. oui, oui, c'est ça. C'est là aussi où, comme je te dis, c'est une différence de perception entre générations. Avec, oui, bah, je l'ai vécu comme tu le décris à 8 ans. J'étais là, j'ai vécu le truc, mais par contre, j'ai pas le même vécu en fait. Donc j'ai pas le même vécu, je vais pas l'apprécier de la même manière. Et forcément, logiquement, 20 ans après, t'as les mêmes émotions. Ouais, bah elles vont être différentes. Ouais, c'est évident. Donc forcément, Loris, je comprends aussi pourquoi, on va dire, tu as plus d'affect vis-à-vis de lui spontanément. C'est ça. Et c'est mon capitaine. Parce que Oui, c'est ce mon qui capitaine. n'est pas Barthez. Barthez, c'est un capitaine parmi tant d'autres. C'est on va dire, un leader, peut-être parmi tant d'autres, mais c'est pas le capitaine. À la différence Mais il de n'avait pas besoin d'être capitaine. Parce que bah, forcément, avec des deux saillies, des blancs et des Thuram, t'avais pas besoin d'être capitaine. et puis c'est difficile. Puis voire même c'est Et, difficile. et difficile Vu, aussi. vu que les gars ils s'imposent directement, bon bah ok, bon on va, Et j'aime bien Varane, parce que Varane était le vice-capitaine, mais hormis, on peut dire peut-être un peu Pogba à un moment et Griezmann, mais Pogba voilà pouvait quoi. incarner ça. Pogba, pour Ouais. moi, pouvait incarner ça. Parce que c'est le gars qui, on va dire, est globalement un peu meilleur que les autres, qui a aussi la personnalité et le charisme pour pouvoir incarner ça. Donc, oui, pour moi, il aurait pu. Maintenant, Deschamps, et on va être clair, il a choisi le leader par l'exemple, le gars taiseux, mais à qui tu pourras jamais reprocher quoi que ce soit parce qu'il est pro, parce qu'il est régulier, parce que ça fait des années qu'il est là et que c'est un exemple. Donc, Et c'est ça, et en fait, Lloris, il le chope, le capitanat, et Pogba est pas encore là. Tu vois, c'est con à dire. Et après, tu vas forcément t'éviter des emmerdements, et tu vas pas destituer ton capitaine, sauf retraite ou absence pendant 2 ans, quoi. je suis d'accord. Ce que n'a jamais fait Hugo Lloris, donc. Non, non, mais c'est bien. Ça revalide le 2-1 après les stats brutes. Bon, maintenant, on va voir si ça va peut-être essayer d'évoluer avec les statistiques secondaires. Bon, alors je te propose les statistiques, ça va aller assez vite cette partie-là. Les statistiques de carton jaune, carton rouge. Alors, 51 cartons jaunes et 3 cartons rouges pour Fabien Barthez. Et ça nous donne 13 cartons jaunes et 4 cartons rouges pour Hugo Lloris. bon, on va enchaîner avec les stats de régularité. Enfin, oui, de longévité, pardon. Longévité. Donc, Premier match officiel pour Fabien Barthez le 21 septembre 1991. Dernier match officiel 28 avril 2007. Donc ça fait 16 ans de professionnalisme. Pour Hugo Lloris, ça nous donne le premier match officiel le 26 octobre 2005 et le dernier match officiel au minimum le 1er décembre 2025. On va s'arrêter maintenant sur les pénaltys encaissés et arrêtés. Ça nous donne 34 pénaltys encaissés pour Fabien Barthez et 7 pénaltys arrêtés. Alors que pour Hugo Lloris, ça nous donne 104 pénaux encaissés et 10 pénaltys arrêtés. Donc, à ce niveau-là, le ratio de Fabien Barthez est meilleur que celui d'Hugo Lloris. Est-ce que pour autant,
on peut parler de vrais spécialistes de penalty, je suis pas sûr. On l'a vu sur les séances de tir au but. Ah ouais. J'aurais pris ni l'un ni l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Là, pour le coup. Bah, on l'a déjà évoqué avec la finale de Coupe du Monde. Il y a 5 essais face à eux, ils en arrêtent aucun. Donc bon, ok. Et moi, je n'ai qu'un seul penalty arrêté en équipe de France en 87 sélections. Donc oui, on peut considérer que l'un comme l'autre, on n'est pas sur des spécialistes. Mais si on doit choisir celui qui a le meilleur ratio, parce que là, c'est ça, celui qui est vraiment le moins pire. C'est voilà, vraiment le moins pire dans cette histoire, c'est Barthez. Donc, il va prendre son petit demi-point. On enchaîne avec la plus large victoire. Pour Fabien Barthez, ça nous donne un 6-0 pour un Marseille-Nancy le 15 avril 2006. Et pour Hugo Lloris, la plus large victoire, c'est un 7-1 sur la pelouse de Hull City avec Tottenham en 2017. Donc, à l'arrivée, 7-1, 6-0, pour moi, globalement, c'est l'égalité. Alors, est-ce qu'on se dit que là, il y a 6 buts d'écart pour toi comme pour moi, on fait égalité? Est-ce qu'on fait la prime à celui qui a marqué, celui qui a eu le match où il y a eu le plus de buts? Auquel cas, là, c'est toi qui prends. Dis-moi toi, vas-y, je suis ouvert. Non, pour moi, c'est la même chose là. C'est-à-dire qu'il y en a un qui en effet, il s'en est pris un, mais et qui dit qu'il s'en est pris un dès le début ou à la fin. Ouais, tu vois, bon, ok. On est quand même sur un truc un peu. Quand tu te prends un but à 5-0, tu te dis pas bon, c'est pas grave quoi. Ah, la prochaine fois, les gars, vous direz. Si vous prenez le 6e, quand vous passerez à son train de Niki, ça sera un demi-point en moins, les gars. Désolé. Bon, ok. Donc, là, écoute, égalité. Égalité pour cela. Et on va terminer les stats un peu rigolotes, comme on a dit, sur la plus large défaite. Pour Fabien Barthez, ça nous donne un 4-0, un PSG Nantes en fin de carrière en 2007. Une large défaite pour Hugo Lloris, c'est un 6-0 avec Tottenham contre Manchester City le 24 mars 2013. Bon, maintenant qu'on a fini avec les stats, on peut s'arrêter sur le palmarès. Alors, on va débuter avec le palmarès collectif. Je commence avec le mien. Bon, alors, évidemment, je commence avec Coupe du Monde tout de suite. Ça a de la gueule. J'enchaîne Ligue des Champions 93. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ça a encore de la gueule. Bon, après, on redescend un peu. Championnat de France 97-2000. 2 premières ligues. Mais quand même. Quand même. 2001 et 2003. Et un trophée des champions 97 et une Coupe des Confédérations en 2003 pour l'ami Fabien Barthez. Donc ça fait 3, 5, 7, 9. 9 trophées pour l'ami Fabien Barthez. Par Hugo, contre, je suis étonné. Hugo, il a une Coupe du Monde 2018. Il a malheureusement, il est finaliste de l'Euro, donc une médaille en argent. Il a une Ligue des Nations 2021. C'est la Coupe des Confédérations, hein. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Et j'aimais beaucoup le principe de la Coupe des Confédérations, mais ça, c'est mon côté. Vas-y, qu'on met tous les champions en même temps et qu'on les fait jouer et on regarde qui est le champion des champions. Mais j'aime bien. Mais moi aussi, j'aimais bien. C'était le genre de truc que j'aimais bien en plus quand j'étais gamin. Donc, non, franchement, Coupe des Conféd, moi, j'étais pas contre. Et en plus, ça permettait de faire au club, au pays organisateur de faire une répétition générale. Exact. Je suis d'accord. C'était tout le monde y gagnait. Donc, Coupe du Monde, Ligue des Nations. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre pour Hugo? Une Coupe de France. Oh. 2012, donc quasiment une des dernières avant que le PSG rétame tout. Un trophée des champions, comme Barthez. Et une US Open Cup. J'espère que c'est vraiment la coupe de MLS parce que je sais qu'ils ont 2 coupes nationales à la con et j'arrive jamais à m'en dépêtrer. Bah écoute, moi j'ai pris l'info sur Transfermarkt, ils l'ont référencé en US Open Cup. Alors, est-ce que c'est vraiment l'équivalent de notre coupe nationale? J'en sais rien. Non, parce qu'en plus avec leur système de ligue fermée, je pense que c'est toujours un petit peu embêtant. Elle est ouverte à toutes les équipes de soccer normalement. Donc vieille Coupe de France. Voilà, donc je vois en 2022, même si c'est pas la bonne année, mais il y avait eu 103 participants. Donc oui. On est sur une coupe, on est sur une coupe nationale. Donc, allez, on va pas chipoter, on va lui compter une coupe nationale. Bon, c'est ça. Si on est très honnête là, sur les palmarès,
Parce que là, ça. voilà. Ah, fait chier qu'il soit arrivé dans le mauvais Lyon, hein, parce qu'il est arrivé dans le Lyon des années 2000. En fait, je vais te dire, ça aurait peut-être pas complètement équilibré, mais si par exemple il a le palmarès de Lyon, de Coupet avec Lyon, Ouais. là par contre, là je te dis, ah ok, là on va se poser 2 minutes pour débattre. Mais là, vu que Coupe du Monde, on l'a dit, ils l'ont en commun. Loris n'a pas l'Euro. Voilà, Loris n'a pas l'Euro. Et qu'en plus, il ajoute la Ligue des Champions. Bon, voilà, on peut continuer de pinailler, on peut continuer, mais là, franchement, autant aller sur les choses. Alors, par contre, le palmarès collectif, c'est plus 2. Ouais, si tu veux, comme ça lui permet d'être à 4-3 ou un truc comme ça. Ok, il est chaud, madame. On termine donc la fameuse partie statistique palmarès avec le palmarès individuel. Là, c'est que 1 point. Faut pas abuser non plus. Alors, pour comment il s'appelle, notre ami Barthez. Voilà, je reprends son fameux palmarès. Voilà. Pour Fabien Barthez, ça nous donne meilleur gardien de l'année et 2 classements au Ballon d'Or. Alors que pour Hugo Lloris, malheureusement, il y a 0 distinction individuelle et il y a juste une 23e place au Ballon d'Or en 2018. Pour moi, c'est un épiphénomène, mais disons-le clairement, oui, il tente un crochet qui est complètement pourri face à Mandzukic. Ça se termine en 4-2 au lieu de 4-1. Ça change rien à la finale. Ça change rien. Mais ça change sur le palmarès. Parce que tu vois, là, sur le palmarès individuel, pour moi, c'était le gardien de la Coupe du Monde. Et donc, forcément, il aurait eu un classement plus haut dans le Ballon d'Or. Et peut-être que là où pour moi, un Barthez, il arrive à être 14e et 12e, c'est pas mal. Et donc, ce fameux trophée, là, comme je te disais, il existe depuis 1987 et il existe encore. 2020, c'est ton ami Emiliano Martinez qui l'a remporté. Bon, on a fini notre partie statistique. Rentrons maintenant donc dans ce qui nous intéresse le plus, la partie sensibilité. Je te propose de commencer avec le fait majeur du joueur. Si je te pose la question là maintenant tout de suite, si pour toi tu dois déterminer un fait majeur pour Fabien Barthez, pour Hugo Lloris, pardon, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde 2018 et c'est ce match contre l'Uruguay. Tout on en parlait. Pour moi, c'est toi dans les images qui restent, c'est celui-là et qui incarne quasiment le mieux Hugo Lloris. C'est-à-dire que les réflexes extraordinaires et surtout ça, c'était tu vois sur la ligne, il était quasiment imprenable. Il s'est amélioré aussi dans les airs parce que beaucoup de gardiens oublient que quand on passe en première ligue, c'est bien de se défendre dans les airs. Petite pique pour Gianluigi Donnarumma. Il va falloir qu'il y réfléchisse un tout petit peu. Et le problème, c'est quand tu fais 2 mètres, il faut... voilà quoi. Petite pique aussi pour André Onana, qui avait oublié. Écoute, André, on va dire que c'est un habitué. Quand c'est pas Serge, c'est Paul. Quand c'est pas Paul, c'est Aurélien. Quand c'est pas Aurélien, c'est Jajaï. Bon, il y a toujours donc voilà, pour moi, c'est ça ce fait. J'ai cette image en tête. Mais comme pour Barthez, en fait, moi, c'est son match contre le Portugal aussi, il me reste beaucoup en tête parce que je me rappelle des coups francs de Cristiano Ronaldo qui étaient hyper flottants. Barthez qui galère 1 ou 2 fois à les arrêter, mais il les arrête. Alors qu'on sait qu'à cette époque-là, Cristiano Ronaldo, sur coups francs, ça pouvait être très, très dangereux. Hein. J'ai encore vu des coups de canon à plus de 30 mètres. Oui, non, mais à cette époque-là, on va dire, il a le mojo pour justement les tirer. Et justement, ceux qui sont de loin, il est redoutable là-dessus. Donc toi, ce qui ressort, fait majeur, on va dire, c'est cette Coupe du Monde là où il est, on va dire XXL, majeur, déterminant, décisif. On l'a dit, le match contre la Belgique, contre l'Uruguay, tout ça. C'est Coupe du Monde 2018. Ouais, parce que en plus il doit faire il fait 3 clean sheets sur 6 quand même. C'est pas trop mal. Hein. Non, c'est fort. Mais c'est pas, par exemple, le fait d'avoir mené Tottenham jusqu'en finale de Ligue des Champions. Non. Pour toi, c'est un cran. Après, ça, c'est le problème des
un peu des gardiens, parce qu'en fait, si tu me dis Tottenham fait finale de Ligue des Champions, on va penser au triplé de Lucas Moura et pas, par exemple, au penalty arrêté d'Hugo Lloris, parce qu'en plus, le match retour face à Manchester City, c'est à un hors-jeu parce que Sterling le touche, c'est la VAR qui annule le but, parce que je sais plus qui fait cette frappe, c'est peut-être Agüero ou quelque chose comme ça, et Sterling la touche et il est hors-jeu, et c'est vrai que ça se joue au poil de cul près, et c'est les fameux après débats sur la VAR, sur pas la VAR, mais il y a cette image où Tottenham est donc pas loin de se faire sortir en quart de finale, et la demi-finale, c'est Lucas Moura. Donc même si Hugo Lloris y participe, il arrive en deuxième position et c'est pas lui que tu retiens directement. Ok, je comprends. Ça. Bon, pour faire clair, moi ça va être assez logique. Je pourrais prendre aussi la Coupe du Monde. Mais moi, je vais m'arrêter plus sur 93, sur le fait que ce gamin-là, parce qu'à ce moment-là, c'est un vrai gamin, il a des cheveux, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. En plus, c'est la vanne que j'allais faire. J'étais vraiment, donc c'est vraiment que c'était un temps lointain. Au-delà, parce que sur cette finale-là, faut être très honnête, il n'est pas extraordinaire, il fait le taf, mais il n'a pas non plus un boulot dingue dans cette finale. Mais c'est le fait de remporter cette Ligue des Champions, d'être le gardien de cette équipe-là. On se rappelle, t'as peut-être pas cette ref-là, mais à cette époque-là, normalement, le gardien, c'est Olmeta. Olmeta se blesse, il prend la place et il va plus jamais la lâcher. Et par la suite. J'ai vu, il y avait Gaëtan Huard aussi avant. Oui, il y a eu Gaëtan Huard. Oh, putain, il y en a eu tellement. Il y a eu Joseph-Antoine Bell, Gaëtan Huard, Olmeta. Et Barthez arrive. Et c'est un peu le petit pitchoun, quoi, qui vient de Toulouse. Il a une bonne petite réputation. Et en fait, moi, c'est ça qui me marque. Alors, peut-être parce que j'étais jeune aussi. Mais que, en fait, il a jamais eu peur, en fait. Et ce match-là, il est un peu à l'image de sa finale de Coupe du Monde 98, quand il sort sur Ronaldo et qu'il y va et qu'il prend le ballon et qu'il va au contact, il n'hésite pas. En fait, c'est ça que je retiens. Et forcément, la Ligue des Champions, pour moi, elle a une signification particulière. Au-delà du fait que je sois supporter marseillais, c'est la fameuse première fois qu'un club français remporte une Coupe d'Europe. Et je dis même pas le à jamais les premiers, c'est même pas ça. C'est le fait qu'enfin une équipe française remporte une Coupe d'Europe. C'était une anomalie. Il y avait eu plein de finales. Il y avait eu plein de fois ça passait à côté. Et ouais, pour moi, c'est majeur. Maintenant, pour trancher dans le débat... C'est vrai que c'était la 6e finale quand même. Hein. Ouais, tu vois, il y avait eu Saint-Étienne. Il y en a eu plusieurs. Et à chaque fois, il y avait ce côté, on n'y arrive pas, quoi. Ah, ils sont meilleurs, ces Italiens, ces Allemands, ces Anglais, ces Espagnols, ils sont toujours meilleurs. Et là, pour une fois... C'est Yougoslave. Ah ouais, c'est Yougoslave, et oui, et Dieu sait qu'ils étaient forts, l'étoile rouge. Bon, donc, si moi je te dis tout ça, je vais te dire, spontanément, je pense qu'on peut pas arriver à comparer ce que tu me décris là avec la joie, les émotions que tu as pu avoir avec Hugo Lloris en 2018 où il est XXL majeur, et moi de l'autre côté le parcours, comme je viens de te dire, avec comment il arrive et comment il chope cette Ligue des Champions et derrière la suite. Je pense que là, pour le coup, j'ai du mal à partager. En fait, c'est ça, et j'en parle comme un problème parce que en fait, ça peut toucher beaucoup de joueurs de 98. Et je vais m'expliquer en plus. C'est que il y a cet affect pour la première fois qui est forcément incommensurable et qu'on pourra jamais palper. Tu vois, c'est que à un moment. Toi, moi, je soutenais qu'avec les Bleus, Griezmann était vraiment pas loin de Zidane. Bon, malheureusement, il n'a pas eu l'Euro. Mais si à un moment on avait eu l'Euro, je pense qu'on aurait dû avoir le débat Griezmann-Zidane. Mais pas forcément. En fait, sur la carrière, en effet, Zidane, il a eu le Ballon d'Or et rien que pour ça, ce sera jamais Zidane. Griezmann, même si pour moi 2018 je l'ai vraiment en travers de la gorge. J'adore Luka Modric, mais bon voilà. Mais avec les Bleus, quand je vois ce qu'a fait Griezmann, il aurait dû rentrer dans le débat avec Zidane s'il y avait eu l'Euro. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas le débat et on pourra laisser Zidane tranquille. Mais toujours est-il que d'autres aurait toujours laissé Zidane au-dessus, ne serait-ce parce qu'en fait il y a 98, parce qu'il a marqué le doublé en finale et c'est lui qui a tout décoincé. Et en effet qui a tout décoincé parce que depuis 98, la France a fait quand même 4 finales de Coupe du Monde. Ouais. Donc
Donc il y a ça. Même si tu vois, je peux donner d'autres qualités à Barthez parce que bon, c'est vrai que je pense que Lloris va durer jusqu'à 40 ans. Ça me choquerait pas. En plus, je trouverais ça beau finir sur un chiffre rond comme ça. Barthez s'est arrêté à 35 ans péniblement après une saison à Nantes et un quadruplé de Steve Savidan parce que je crois qu'en plus c'est son dernier match. Il se prend le quadruplé, il s'engueule avec Nantes et il sort. Je crois que t'as raison, c'est un 6-2. Ils se prennent un 6-2 par Valenciennes et derrière ça. Et comme quoi, il s'est pris 6 buts, hein, comme Lloris. Il pris 6 buts. Mais sauf que là, les copains avaient été gentils, ils avaient pensé à moi. Ils en avaient marqué 2, comme ça, résultat, on restait à 4 buts d'écart. 4-0, 6-2, on reste à 4 buts d'écart. Mais t'as raison. Là, on va dire la fin, et ça nous fait une passe décisive pour la suite, mais la fin de Barthez fait que, oui, il y a un petit goût amer. Mais tu vois, Barthez était un petit gardien. C'était un petit gardien. Mais oui. Et on n'a pas l'impression, parce qu'on le voit souvent très gentil, très machin, mais Lloris, t'es en face de lui, c'est une belle bête, hein, quand même. Ouais, même si je trouve Thibaut Courtois qui est vraiment immense. C'est vraiment le gardien. Alors que tu vois, par exemple, je trouve que Gigio Donnarumma a un physique disgracieux. Ah oui. Bah, après, il a d'autres avantages, mais plus le niveau physique, je le revoyais encore hier. Ce que lui a fait Singo, c'est quand même pas. Ouais, en plus. C'est quand même pas. Mais ouais, 1m88 pour Hugo Lloris. Hein. Ouais, quand et même. C'était 1m78 pour Barthez. Donc 10 cm d'écart. Alors après, sans faire les anciens, c'est un foot qui était un peu différent, peut-être moins physique, où un gardien pouvait peut-être avec cette taille-là faire carrière. Là maintenant, un gardien 1m78. Alors, et le fait que les balles partent nettement plus vite et plus haut. Ouais, clairement. Tu vois, par exemple, Jérémy Janot, à un moment, ça s'est vachement senti qu'il avait chuté. Alors que c'était c'était un bon joueur, un bon gardien de but. Tant qu'il avait la détente, tu peux arriver à camoufler, compenser ce que tu veux. Quand les années passent, la détente, tu l'as plus aussi forte. Et là, c'est là où justement, on te rappelle beaucoup plus ta taille. Donc, c'est difficile d'exister. Peut-être aussi pour ça qu'il arrête tôt. Mais bon, force est de constater, il arrête plus tôt. Donc bon, là, pour cette partie fait majeure, on a compris, on va être dans l'égalité, toi et moi. Ça va être. Ouais, parce que. On peut pas. Pareil, je peux pas juger tes émotions, tu peux pas juger les miennes. Donc, à partir de ce moment-là, on arrive dans l'égalité. Bon, là, je vais te faire une passe décisive. Il va aller vite ce débat. La régularité. Bon. La régularité, on a déjà pu en parler, on a déjà évoqué 2-3 éléments. Bon, la régularité, elle va pour ton poulain largement, quasiment les 1000 matchs, les matchs en Coupe du Monde, et on se rappelle du Barthez post 2004, on va dire, en club. Ouais. C'est. Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Oui. C'est vraiment, on est sur un management à la carte. Donc en plus, pendant un temps, c'est José Anigo. Donc autant dire que José, il va pas lui mettre trop de pression. Et là où on va dire un Lloris a toujours eu un niveau de performance assez égal et plutôt égal. Barthez, oui, t'as des hauts, t'as des bas. On n'en a pas parlé. Bravo à toi, t'as été très classe, mais il y a un contrôle antidopage qui signifie une prise de cannabis. Donc bon, clairement, là sur toute la partie régularité, là c'est pour toi et c'est 2 points. 2 points pour la régularité pour toi. Donc à moins que tu aies envie de défendre Barthez, mais là je pense pas. Bah pour la régularité, non, je peux pas le défendre. Et en effet, tu vois, je me souviens qu'en 2022, en plus, il y avait ce débat avec Mike Maignan qui rentrait vraiment. Mike se blesse, donc ça met fin au débat. Et j'avoue que même moi, je le vois que Lloris, il commençait à prendre de l'âge, mais il te sort encore la Coupe du Monde qu'il faut. Et c'est la même chose pour Barthez, c'est-à-dire c'est le même ressenti que pour 2006. Il y a ce débat, est-ce qu'il faut mettre un autre gardien ou pas? Et Barthez, ça a été la meilleure des trucs. Raison, évidemment. T'as raison, ça fait une similitude en plus dans les deux, dans leur parcours. Ils ont beaucoup de similitudes. Ils doivent aller gratter leur place de numéro 1. Sur une compétition, on se demande si ça va être un numéro 1 ou pas. C'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que ces deux gardiens, à
à l'histoire professionnelle complètement différente, parce que Lloris, lui, depuis qu'il a 11 ans, c'est le meilleur gardien de France. J'exagère, évidemment. Oui, non, mais t'as raison. Non, mais si. Mais disons qu'il il est estampillé, alors il que est pas Barthez mal. était en train de faire des Chistera au rugby, parce qu'il venait Ouais. de, Ah oui, il de fait du Toulouse, rugby, hein. un Il truc comme commence ça. au rugby. Ouais. Il commence au rugby, Ouais. ah oui, très clairement. Puis à Toulouse, pour le coup, il est né à Lavelanet. Je préfère te dire que là-bas, le ballon, il est pas très très rond, hein. Il est plutôt C'est ovale, hein. ça. Et on n'est pas là-dessus. Donc oui, la régularité, ça sert à rien, je pense, de débattre pendant un temps. Bon, là, c'est pour toi, c'est 2 points supplémentaires pour toi. Bon, là, moi, j'ai tendance à te dire que celle-là, pour moi, elle est assez rapide aussi. C'est le charisme. Alors, peut-être que tu vas me dire que le charisme, il y avait ce fameux taiseux, donc Loris, qui était capable de pouvoir en imposer, mais peut-être pas directement, médiatiquement et tout ça. Bon, de l'autre, moi, j'ai quand même tendance à te dire que le look, la personnalité, C'est ça. ouais. Mais j'ai déjà vu Lloris s'énerver quand même quelques fois, en Ah oui, fait, t'as parce que raison. tu vois, ce côté charismatique. Or, c'est sûr, hein, Lloris, quand tu le vois comme ça, il n'y est pas. Mais en fait, C'est le sur un genre idéal. terrain, C'est le genre idéal. Voilà. Mais sur un terrain, en fait, t'as pas tout le temps la caméra fixée sur Lloris. Et je me souviens quand même de 2, 3 fois où tu le vois après avoir fait des parades, il était capable de dire Raphaël, tu vas là, machin, bidule. Mais sur le charisme de base, on va dire de façade, sans mettre la caméra, vraiment un point of view d'Hugo Lloris. Oui, et c'est pour Fabien Barthez. Ah oui, parce que, voilà, on l'a dit. Moi, ce qui me marque surtout, c'est. Alors après, pareil, ça allait, tu disais ça aussi, c'est l'époque dans laquelle il est bien entouré, il y a des mecs, on va dire, qui le valorisent aussi, parce que très souvent, que ça soit Zidane, que ça soit les gars derrière, valorisent vachement Barthez, et c'est vrai que, ah bah oui, de tout à l'heure, ça le pénalise quand il a des comportements, entre guillemets, antisportifs, mais de l'autre, ça rajoute, on va dire, là pour C'est le coup, ça. ce côté un peu charismatique. Bon, bah oui, tu verrais jamais un Hugo Lloris qui va pisser pendant un match. Bon, bah ouais, C'est ça. non, très clairement, c'est pas du tout l'ambiance. Donc oui, sur ça, pour moi, c'est comment? C'est Barthez. Maintenant, il va nous rester la dernière. La dernière, et là, je pense qu'il y a match pour cette dernière, enfin, il nous reste 2 dernières, c'est l'importance dans l'équipe et la durée du prime. Euh, Durée du prime, pour moi, très sincèrement, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Ouais, oui, Pour- si tu veux, sachant que après, moi, j'ai pas tu vois, je prends toujours ce truc en équipe de France, 96-2006, je vois pas de différence enfin, Barthez est toujours au top. Et pareil, Lloris, C'est plus long. 2014, C'est plus long. ouais, voilà, Eh, on en revient toujours à la même chose. ouais, C'est-à-dire que cette fameuse régularité, il t'aurait bien aidé. Hein. Il t'aurait bien aidé avec sa régularité hein, dans le débat. Mais ouais, bah ouais, ouais, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que vu que le gars est plus régulier sur la durée, dans machin, oui, ok, Barthez, pas de problème. 98-2006, parce que 96, c'est pas lui, hein. C'est Lama. Donc ouais, c'est pour 98-2006, ça. pas de problème. Mais Loris, on vient de le dire, c'est 2012, voire même 2010. Faudrait revérifier si c'est pas lui, si c'est lui ou Si, il me Mandanda. semble que c'est lui dans les cages. Et tu vois. Parce que Donc après, c'est Ruffier qui fait le match contre la Norvège. voilà, tu vois. Donc pour moi, je pense sincèrement durée du prime, bah oui, on l'a dit en plus, Barthez s'arrête plus tôt. Il a une fin de carrière qui est un peu poussive. Là, ok, on pourrait dire que c'est un peu poussif, si tu veux, pour Loris, mais jusqu'à son départ de Tottenham, il est dans un club performant, bon, qui est ambitieux. Enfin, non, là, pour moi, la durée du prime, elle est plus courte pour Barthez que pour Loris. Si tu devais la déterminer, toi, tu mettrais quoi on va dire sa Ouais, meilleure période, meilleure période en 2018-2020 pour moi. Ouais, 2018-2020. C'est là où il est. 2018-2020. Ouais. Ouais, ouais. C'est là. Voire même s'il faut pousser 2016 peut-être, 2016-2020. Ouais, Ouais. je pense. Ouais, tu sais quoi, ça me va. Et moi, pour Barthez, on va dire 98-2000. 93, on n'a pas assez. 93, on n'a pas assez. Il y a cette Ligue des Champions, ok, qui est grossissante, machin. Mmh. Mais on le voit vraiment avec cette responsabilité, équipe de France, tout ça, 98.
Et pour moi, 98-2000, il est majeur, mais c'est 2 ans. Et après 2002, bah, on le dit, il redevient un peu pas ordinaire, mais moins exceptionnel. Là où un Loris 2016-2020, ouais, il est au max de son art. Donc, 2 points pour toi pour Non, et en plus, les primes sont plutôt équivalents, quoi. Je vais pas. Tu vois, autant peut-être un lama était nettement plus. C'était la discussion qu'on avait, était nettement plus félin, tout ça. Je pense que c'est ça. Je pense que Lama, si on venait à faire ce débat-là, il a un prime qui est peut-être, allez, je vais pas dire plus fort, mais au moins sensiblement égal aux deux. Et même moi, spontanément, je vais te dire même plus fort. Par contre, là, en termes de régularité, de carrière et tout ça, oui, ça se discuterait. Et encore plus, là où tu as raison d'accéder le débat, surtout en équipe de France. Parce que 44 sélections, on peut pas se battre à armes égales contre des gars qui ont 145 et 87 sélections. C'est pas et voilà, c'est quand même 2 gardiens de niveau sensiblement identique et d'un très très bon niveau, quoi. Enfin, c'est surtout ça. Donc là, il va nous rester la dernière et je pense ça va être difficile de trancher, mais importance dans l'équipe. Est-ce que tu en trouves un qui est plus important dans l'équipe que l'autre? Alors, je vais juste te dire Hugo Lloris, et c'est pas forcément pour défendre ma paroisse, mais parce qu'en fait, dans tout ce qu'on se disait, c'est que toujours avec les Bleus, il était dans une grosse équipe, Barthez. Il était dans une très très grosse équipe avec des très très gros égos. Là où Lloris, c'était moins, et Varane j'aime bien, mais c'est un gentil tout plein aussi, Rafi. C'est encore plus. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Alors, tu vois, dans les joueurs de caractère auxquels je pense, t'as forcément Mbappé, t'as Pogba, t'as eu Evra à un moment, peut-être un petit peu Griezmann, mais t'avais pas De Sailly, Thuram, Zidane, parce que à mon avis, Zidane parle pas beaucoup, mais quand il devait parler, ça devait pas être joli. Pour le coup, oui, je suis assez d'accord. Et je vais te dire, avec tout ce qu'on a décrit dans ce débat, je pense que c'est alors, encore une fois, l'importance de l'équipe de Barthez, elle est présente. Maintenant, c'est vrai, on a décrit un gars qui a le record de Capitana. Bon, sans aller jusqu'à une palissade, mais si le capitaine il n'est pas important dans une équipe, bon, ça va être difficile. Et vu qu'il a eu ce rôle-là aussi longtemps en club, du côté de Tottenham. Bon, pareil, Barthez là, ce rôle de capitaine quand il revient à l'OM, c'est lui le capitaine à ce moment-là. Mais le capitaine, il monte sa piche au Maroc. Voilà, c'est là où le problème, c'est qu'on revient aussi à l'exemple qui est donné, et dans l'exemple qui est donné, bon, pas bien, c'est toujours le problème, c'est que tu peux pas réellement le citer en exemple. Je pense que c'est pas un mauvais mec, mais clairement, tu peux pas le citer en exemple. Là où un Lloris, bah oui, tu le cites en exemple. Et vu que là, la catégorie, c'est importance dans l'équipe, bah ouais, j'ai plutôt tendance à te dire que l'importance, elle est plutôt dans l'attitude positive que dans l'attitude négative. Et là-dessus, bah oui, Lloris qui est peut-être pas le mignon tout plein, comme on a dit, comme Varane, mais qui est quand même un petit peu cousin de cette définition-là. Ouais, écoute, peut-être que l'importance dans l'équipe, elle va à Barthez. Par contre, ça me fait chier de te laisser les 2 points, là, en fait. Ça me fait chier de te laisser les 2 points. Je suis d'accord, mais comme je te dis, tu vois, c'est dans ce que je veux te dire, c'est que l'équipe de France manquait de charisme, et mine de rien, Lloris avait toujours réussi à laisser ce lion dans l'équipe de France. Après, on pourrait lui dire que, mais je pense qu'on peut aussi le sortir pour Barthez. Peut-être en 2002 ou en 2004, ou enfin je sais pas, mais c'est vrai que quand il y a le retour de Benzema, il y a une équipe qui est moins liée. Ok, bon, alors maintenant, après avoir fait l'éloge de Fabien Barthez et d'Hugo Lloris, on va arriver à la partie la plus intéressante de ce petit débat, qui va être le décompte des points. Donc vous avez pu suivre pendant cette petite vidéo le décompte, des points qui s'ajoutaient, et au final c'était très serré. Alors ces dernières semaines, on a eu des débats qui étaient vraiment beaucoup plus, on va dire, il y avait limite pas de débat.
Plus passer vif. la Plus vif en tout cas. voilà. Plus passionné. Là, il a existé jusqu'au bout. Et la preuve, il a penché sur la dernière catégorie qui est l'importance dans l'équipe. Mais je tiens à faire remarquer que cette fameuse importance dans l'équipe, j'ai aussi un peu initié le fameux, bon, il a été capitaine, il a été tout ça, donc bon. Ah non, mais oui. Mais comme je te disais, enfin d'un côté, quand t'avais De Sailly, Thuram, c'est Lizarazu. Non, bon, d'un côté, je suis quand même très nostalgique de cette équipe de France 98-2000. Hein. Oui. Non, ça par contre, tu peux. Parce que là, en termes de, on va dire, s'identifier à des gars, ouais, t'avais plus de gars. Oh, t'avais tout. C'est-à-dire que tu voulais être le philosophe, t'étais Lilian Thuram. Tu voulais être le queutard, t'étais De Sailly. Tu voulais être le soldat, t'étais. Voir Manu Petit, hein, parce que Manu Petit, je crois. Mais en tout cas, sur les rumeurs que j'ai et de ce qu'on m'a déjà dit, c'était Marcel. Et Marcel qui tombe plusieurs fois aussi pour des tests de paternité aussi. Hein, mais bon, c'est plusieurs fois, mais je pense que c'est des dizaines de fois. Je pense qu'à ce niveau-là, Marcel, bon. Champion du monde lui aussi. 2 fois. Sacrément champion du monde. Donc bon, là, j'ai essayé. Vraiment, hein, j'ai essayé. J'ai donné tout ce que j'avais pour Fabien. Il restera pour moi le meilleur gardien de l'équipe de France. Voilà. Malgré ce débat, malgré cette évaluation, malgré tout ça, il restera dans mon cœur comme le meilleur gardien de l'équipe de France. Bon, vu l'intérêt que je porte à l'équipe de France, ça peut s'entendre. Mais à l'arrivée, c'est Hugo Lloris qui est le grand vainqueur de ce à son prime. Tu choisis qui? Bravo mon Hugo, l'enfant du peuple, comme dirait notre ami Serge. J'aime pas les enfants du peuple, nanani, nanana. Une petite référence, c'est très bien, mais là. Non, mais après, je suis d'accord sur l'aspect trop lisse du Lloris qui aurait dû se monter nettement plus. Tu vois, on parlait du charisme, mais après, je sais pas ce que Barthez aurait dit à notre époque, mais en tout cas, Lloris pouvait parler sur les Qatars. J'arrive à dire que c'était compliqué de le dire, mais ne serait sur la parole sur les LGBT, pour moi, je comprends pas qu'ils puissent pas l'ouvrir. Mais bon, ça ça ne regarde que moi. Pour cette même Coupe du Monde, Manuel Neuer qui est gardien de but aussi. Alors ok, là, charisme et tout ce que tu veux. Et là, à son prime, je prends Neuer tous les jours d'ailleurs. Mais alors là, par contre, là, je t'explique, tu m'auras pas en face parce que là, je te le dis, pour moi, en prime, il n'y a pas mieux en gardien. Donc, clairement, je te le dis, ça sera pas avec moi. Et pourtant, on adore tous les deux Buffon, hein, mais. Ah oui, non, mais un respect éternel à Buffon, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, non, il est au-dessus. Non. C'est ça. Il a révolutionné son poste, malgré que ça faisait déjà un siècle qu'on jouait au foot, mais il a révolutionné son poste. Donc, pour moi, oui, clairement, c'est Manuel Neuer. Mais là, pour notre débat, c'était Hugo Lloris ou Fabien Barthez. Bon, bah écoute, je m'incline. Je suis bien obligé de reconnaître la victoire. Éclatante, je dirais pas, d'une courte tête. Non, mais bien révélatrice du niveau très mince qui sépare les deux. Voilà. C'est justement dit. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Et franchement, on a fait un joli débat où on a vraiment mis l'un et l'autre tous les arguments sur la table, vraiment. Donc bon, faites-vous votre idée. Dites-nous si peut-être pour vous on a trop bien défendu Hugo Lloris ou à l'inverse pas assez bien défendu Fabien Barthez. Dites-nous en commentaire. Mais en tout cas. Voilà, je pense qu'on a rendu justice à ces deux grands gardiens en décortiquant leur carrière comme ça et en leur rendant hommage et en leur disant merci. Je pense qu'on peut pas mieux dire. C'est ça. Mais merci à vous deux de m'avoir filé 2 étoiles sur le maillot frappé du coq et rien que pour ça, j'en serais infiniment reconnaissant. Bon, bah écoute, c'est une bonne fin. C'est une bonne fin. Tu pourras te dire, t'as du baume au cœur, t'as défendu Hugo Lloris au maximum et t'as remporté le duel. Donc franchement, parfait. Voilà. Donc, merci à toi. Et tu fais, tu reviens quand tu veux. UFC Copain, t'es chez toi ici. Pour nous, c'est fini pour ce petit débat. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année UFC Copain. Et voilà. Ciao les copains. Ciao.